Le son du verre brisé résonna dans la salle de conseil vide. Je regardais la photographie encadrée de mon père, l'homme dont j'avais assisté aux funérailles moins de 24 heures auparavant, rebondir sur le fond de la poubelle métallique. Baron ne broncha même pas. Il se tenait simplement au bout de la table, lissant les manchettes de son costume importé. Il me regarda droit dans les yeux, un rictus froid jouant sur ses lèvres. « Épargnez-moi vos larmes de crocodile, dit-il, sa voix dégoulinante de venin. Vous n'êtes qu'une secrétaire glorifiée assise dans ce fauteuil à cause de votre nom de famille. Vous êtes renvoyé. Faites vos cartons. » Je regardais au-delà de lui vers Gideon et Stacy. Nos deux membres seniors du conseil d'administration. Ils ne clignèrent pas des yeux. Ils ne parlèrent pas. Ils gardèrent simplement les yeux rivés sur leur téléphone, brutalement silencieux dans leur complicité. Je m'agenouillai sur le tapis moelleux. Un éclat de verre me mordit le pouce alors que j'allais chercher dans la poubelle. Mais j'ignorais la piqûre. Je sortis la photo de mon père des débris. Je brossai la poussière scintillante du visage souriant de celui-ci, glissai fermement le cadre sous mon bras et sortis de la pièce. Les lourdes portes en chêne claquèrent derrière moi. À 32 ans, j'étais la directrice des opérations de cette entreprise. J'avais passé la dernière décennie à travailler toute la nuit, à dormir sur un lit de camp dans le laboratoire commémoratif, et à construire la technologie médicale centrale qui maintenait cette entreprise en vie. Baron passa exactement cette même décennie à naviguer entre les stations de ski européennes, incinérant systématiquement son fonds fiduciaire. Il ne se contentait pas d'abuser de son pouvoir. Aujourd'hui, il était en train de couler. Le murmure dans les cercles financiers était fort et clair. Baron devait 30 millions de dollars à des requins du capital investissement privé incroyablement impitoyables. Son dos était plaqué contre le mur. Pour se sauver, il avait besoin d'argent rapidement. Alors, il soudoya Gideon et Stacy. Il leur promit d'énormes parachutes dorés pour former un bloc de vote de 40%. Cette alliance sacrilège l'emporta complètement sur mes 49% d'héritage. Il orchestra cette embuscade pour forcer une vente rapide de l'œuvre de la vie de mon père juste pour se sortir d'un trou béant. Il pensait que j'allais craquer. Il supposait que j'allais faire une crise de colère ou supplier pour mon emploi, mais il sous-estimait grandement la personne à qui ils avaient affaire. L'ascenseur descendit jusqu'au sous-sol. Je sortis dans le parking en béton, mes talons résonnant dans l'espace creux. Je déverrouillai ma voiture, me glissai sur le siège conducteur et claquai la porte. Mes mains agrippèrent le volant en cuir jusqu'à ce que mes jointures deviennent d'un blanc éclatant. Une grosse boule se forma dans ma gorge, menaçant de m'étouffer. Je l'avalai difficilement. Je fouillai dans ma poche et sortis mon téléphone. L'écran éclaira l'intérieur sombre de la voiture. J'ouvris une conversation de messagerie avec Nicole, mon amie la plus proche et une avocate d'affaires absolument redoutable. Je tapai 3 mots et appuyai sur envoyer. C'est l'heure. Initié. Mon téléphone vibra dans le porte-gobelet. Une alerte par email à l'échelle de l'entreprise. L'objet disait « Transition de leadership ». Je tapotai l'écran lumineux. Baron ne pouvait même pas attendre une heure complète. Il avait envoyé un message à tous les 400 employés. Tout en bas, sous le jargon corporatif stérile concernant la restructuration et les nouveaux horizons, il ajouta une formule de politesse personnelle. La princesse a quitté le château. Il est temps de retourner au vrai travail. Ma mâchoire se serra si fort que mes dents me faisaient mal. Avant même que je puisse jeter le téléphone sur le siège passager. L'écran s'illumina avec un appel entrant. C'était le docteur Thomas. Il dirigeait notre division de recherche et développement depuis que j'étais au collège. Sarah, Alta-Teil. Sa voix tremblait, complètement dépouillée de son autorité calme habituelle. Il est en train de détruire. Détruire quoi? Thomas. Le laboratoire commémoratif. Mon estomac se serra. L'air dans la voiture devint soudain étouffant. Ce laboratoire portait le nom de ma mère gravé en bronze sur la porte. C'était la pièce exacte où mon père avait finalisé la formule de son premier essai clinique réussi. Baron venait de signer l'ordre de travail. Le docteur Thomas continua, la panique épaisse dans sa gorge. La démolition commence lundi. Il vide les salles blanches pour construire un salon exécutif VIP. Mais Clara, ce n'est pas le pire. Je saisis le volant. Il vend la propriété intellectuelle.
Tout le portefeuille de brevets auto-humains, la thérapie exacte qui a donné à votre père 3 années de vie supplémentaires. Il la donne à Vanguard Médical pour une bouchée de pain. Les documents finaux sont en cours de rédaction. Vanguard. Les capitalistes vautours que mon père détestait absolument. Baron était en train de dépouiller l'âme du travail de notre vie juste pour s'assurer un parachute doré de 50 millions de dollars pour lui et ses acolytes. Il allait brûler un héritage de sauvetage de vies humaines juste pour pouvoir rembourser ses bookmakers privés et acheter un autre yacht. Ce n'était plus une simple querelle de famille amère pour une chaise en cuir dans une salle de conseil. C'était une prise d'otage. Baron était un homme profondément insécurisé et terrifié maniant une masse, et il la balançait directement sur le cœur de ma famille. Je raccrochai. Le choc disparut, remplacé par une adrénaline glaciale et pure. Je mis la voiture en marche et sortis en trombe du parking. Baron croyait que le pouvoir résidait dans les costumes italiens sur mesure et les salles de conseil à huis clos. Il pensait que les gens qui nettoyaient les sols des laboratoires et gardaient les portes étaient complètement invisibles. Il passa des semaines à soudoyer les riches administrateurs, totalement aveugle à la fondation réelle de l'entreprise. Cette illusion arrogante était son défaut fatal. Il y a des années, mon père avait mis en place un plan d'actionnariat salarié. Il avait accordé 11% de l'entreprise aux travailleurs manuels fondateurs originaux, les piliers. Baron les traitait comme des meubles jetables. Je les traitais comme une famille. Je me dirigeais droit vers le quartier ouvrier du côté sud de la ville. Je m'assis à la table de cuisine exiguë de Maria. Elle nettoyait nos laboratoires depuis 15 ans. Hank, notre garde de sécurité principal, était assis juste à côté d'elle, portant toujours son badge. Je sautai les discours d'entreprise. Je fis glisser l'ordre de démolition de Baron et le contrat de vente de Vanguard sur le bois rayé. Ils lurent les documents. Ils virent exactement à quel point Baron valorisait leur sueur et leur loyauté. La mâchoire de Hank se durcit comme de la pierre. Les mains de Maria tremblaient, non pas de tristesse, mais de rage pure et simple. Je leur poussai un seul document légal, une procuration de vote irrévocable. Gardez vos actions, leur dis-je, ma voix complètement stable. Gardez vos dividendes. Vous avez gagné chaque centime. Prêtez-moi simplement votre voix au conseil d'administration aujourd'hui. Laissez-moi tenir le micro. Maria prit le stylo et signa son nom avec une force brutale. Hank prit le stylo ensuite. En l'espace de 2 heures, je rendis visite à 6 autres employés d'origine. Mécaniciens, chefs d'entrepôt, superviseurs de quart de nuit, chacun d'eux signa la procuration sans une seconde d'hésitation. J'ai contourné les banques. J'ai sauté les négociations de rachat de plusieurs millions de dollars en tirant parti de la loyauté pure que mon père avait laissée derrière lui, mon pouvoir de vote légalement, et j'ai instantanément atteint une majorité absolue de 60%. Je possédais l'arme ultime, et Baron n'avait absolument aucune idée qu'elle était pointée droit sur sa tête. Le hall principal bourdonnait d'une énergie frénétique et terrifiée. 400 employés étaient serrés épaule contre épaule pour la réunion d'information obligatoire. Devant, debout sur une estrade. Baron tenait une coupe de champagne en cristal. Il portait un sourire sinistrement éclatant. Il parla doucement dans le microphone, présentant la destruction absolue de l'œuvre de la vie de mon père comme une fusion stratégique et désignant les licenciements massifs imminents comme une rationalisation opérationnelle nécessaire. Gideon et Stacy se tenaient juste derrière lui, applaudissant comme des phoques dressés. Je traversai les lourdes portes doubles à l'arrière de la salle. La foule s'écarta instantanément, créant un chemin droit vers le podium. Son insulte passée résonna dans ma tête, froide et arrogante, juste une secrétaire glorifiée. Mais la femme qui descendait cette allée n'était pas une secrétaire. C'était une exécuteur. Je marchai droit vers les marches de la plateforme. Baron s'arrêta à mi-phrase, son faux sourire vacilla. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » siffla-t-il à Stacy, couvrant le microphone de sa main. « Appelez la sécurité. » Je m'avançai dans son espace personnel et claquai un lourd dossier en papier manie directement sur le podium, juste au-dessus de ses cartes d'intervention imprimées proprement. Ceci est un consentement écrit des actionnaires, dis-je, me penchant vers le microphone, ma voix tranchant le silence absolu de l'immense salle. Signé et légalement exécuté il y a 10 minutes par une majorité de vote absolu de 60%. Baron fixa la pile épaisse de papier. Son cerveau refusa simplement de comprendre les mots. À compter d'aujourd'hui,
le conseil d'administration est complètement dissous, continuai-je. Je tournai la tête pour regarder Gideon et Stacy droit dans les yeux. Ils reculèrent comme s'ils avaient été frappés physiquement. Et Baron, votre contrat en tant que directeur général est résilié de façon permanente. Vous ne travaillez plus ici. La main de Baron commença à trembler violemment. La coupe de champagne en cristal glissa de ses doigts tremblants. Elle se brisa sur le sol dur, éclaboussant du vin coûteux sur ses chaussures italiennes polies. Toute la couleur quitta son visage, laissant sa peau d'un gris pâle maladif. Le milliardaire suffisant et intouchable disparut. À sa place se tenait un homme désespéré et transpirant réalisant que sa bouée de sauvetage de 30 millions de dollars venait d'être coupée. « Vous ne pouvez pas faire ça » cria-t-il, sa voix se brisant. Une épaisse goutte de sueur roula sur son front. « Sécurité, faites sortir ce fou de mon bâtiment. » Je reculai du podium et regardai calmement vers l'entrée principale. « Hank » appelai-je. Hank s'avança du bord de la foule. Il ajusta la lourde ceinture radio autour de sa taille et esquissa un sourire large et profondément satisfait. « Veuillez escorter l'ancien directeur général hors de nos locaux » instruisis-je. Hank marcha droit dans les escaliers. Il ne demanda pas poliment. Il attrapa Baron fermement par le biceps, ses doigts épais s'enfonçant profondément dans la laine coûteuse du costume sur mesure de Baron. Baron se débattit et cracha, crachant des menaces paniquées concernant des poursuites judiciaires et des intrusions, mais Hank le tira simplement en avant, le traînant physiquement dans l'allée centrale. Au premier rang, Maria croisa les bras sur son uniforme de femme de ménage bleu. Un sourire lent et fier se répandit sur son visage. Quelqu'un au fond commença à applaudir. En 3 secondes, tout le hall explosa en applaudissements assourdissants. Je me tenais au podium, regardant la mer de visages, respirant enfin l'air pur. Plus tard dans la nuit, mon téléphone vibra sur ma table de chevet. L'écran éclaira la chambre sombre d'un seul message texte de Baron. « Tu n'as obtenu qu'une coquille vide. » Il pensait être un génie. Il supposait que j'étais juste une fille naïve qui ne connaissait pas la clé matérielle secrète qu'il gardait cachée dans sa mallette. Poussé par une pure méchanceté et 30 millions de dollars de dettes. Il s'était connecté à nos serveurs depuis sa résidence. Il prévoyait de télécharger la propriété intellectuelle centrale et de la vendre à Vanguard Médical sur le marché noir avant que sa résiliation ne soit entièrement traitée. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Nicole et moi attendions ce mouvement exact. Nous ne l'avons pas verrouillé hors du système. Nous avons construit une porte, l'avons laissée grande ouverte et avons allumé les lumières. Notre équipe technique avait déjà parqué sa connexion spécifique dans un pot de miel bac à sable sécurisé. Les fichiers qu'il téléchargea frénétiquement n'étaient pas nos brevets qui sauvent des vies. C'étaient des données factices filigranées, lourdement surveillées par le groupe de travail fédéral sur la cybercriminalité. Chaque clic, chaque fichier transféré était un crime de félonie horodatée pour espionnage économique fédéral. S'il était simplement parti après que je l'ai renvoyé, il n'aurait perdu que son emploi. Il aurait pu prendre ses costumes coûteux et régler sa dette massive par lui-même. Mais son ego fragile ne pouvait supporter de perdre contre moi. Sa cupidité profonde, son incapacité absolue à accepter la défaite de la part d'une femme qu'il considérait comme totalement inférieure à lui, creusèrent sa propre tombe. Je n'ai pas détruit Baron. Je lui ai juste donné une pelle. À 6 heures précises le lendemain matin, des agents fédéraux défoncèrent la porte d'entrée en acajou sur mesure de son domaine. Ils le traînèrent sur sa pelouse manucurée dans son pyjama en soie, les mains fermement menottées derrière le dos. À midi, Gideon et Stacy soumirent leurs démissions inconditionnelles dans une tentative désespérée d'éviter des inculpations fédérales pour conspiration. Je descendis au laboratoire commémoratif et rendis les clés principales au Dr Thomas. Notre héritage était enfin en sécurité. Le couperet tomba exactement 3 mois plus tard. Le juge condamna Baron à 84 mois dans un pénitencier fédéral pour espionnage économique sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins 60 mois. Le tribunal ordonna également une restitution totale de 30 millions de dollars à liquider sur ses actifs personnels restants. Il perdit le manoir. Il perdit les voitures de sport importées. Il perdit absolument tout. Gideon et Stacy évitèrent une cellule de prison. Mais la commission des valeurs mobilières et d'échange les bannit à vie de tout conseil d'administration, leur infligeant à chacun une amende de 250 000 dollars. Mais la ruine légale n'était pas le pire pour Baron. C'était l'effacement social. Son club de campagne d'élite révoqua publiquement son adhésion.
Les personnes avec qui il buvait autrefois du scotch à 1000 $ se retrouvèrent soudain incapables de se souvenir de son nom. Il devint un fantôme dans sa propre ville. 6 mois après son incarcération, une enveloppe en papier mince arriva à mon bureau. Elle était estampillée d'un établissement correctionnel fédéral. Je reconnus immédiatement son écriture désordonnée. Il écrivit 4 pages sur la façon dont l'immense pression l'avait atteint, comment il essayait juste de protéger la richesse de notre famille, comment notre père aurait voulu que nous nous pardonnions mutuellement. Il eut même l'audace absolue de me demander de déposer de l'argent sur son compte de cantine. Je lus le tout debout près de la fenêtre. Mon pouls resta complètement stable. La rage brûlante que je portais autrefois avait complètement disparu, remplacée par une indifférence froide et paisible. Je pliai la lettre parfaitement en deux et la laissai tomber directement dans la déchiqueteuse. La machine fonctionna pendant exactement 3 secondes. Le dernier morceau de lui devint des confettis. L'air à l'intérieur de notre immeuble semble entièrement différent maintenant. Il semble incroyablement léger. J'ai officiellement promu le Dr Thomas au conseil d'administration. Hank dirige maintenant toute notre division de sécurité régionale, et la petite fille de Maria vient de commencer un stage dans notre département de comptabilité, entièrement payé par un fonds de bourse que nous avons créé au nom de ma mère. Tous les vendredis soirs, Nicole et moi commandons à emporter et nous asseyons sur le toit du laboratoire commémoratif, regardant les lumières de la ville s'étendre dans l'obscurité. Je suis entouré de personnes qui ne partagent pas seulement une masse salariale, mais un but. C'est ma famille choisie. Le chaos est enfin terminé. Nous ne faisons que construire. Je suis assise à mon bureau, celui de mon père, en ce moment même. La ligne d'horizon de la ville brille derrière moi. Et pour la première fois de ma vie, je sais exactement pourquoi j'ai ma place dans ce fauteuil. Les hommes comme Baron sont dangereux parce qu'ils sont fondamentalement creux. Les narcissiques opèrent sous l'illusion que le monde leur doit un atterrissage en douceur. Ils confondent ce qu'ils ont hérité avec ce qu'ils ont gagné. Leur insécurité profonde les rend incroyablement désespérés. Et ce désespoir les rend totalement aveugles à l'immense force des personnes qu'ils considèrent comme inférieures à eux. Si vous êtes aux prises avec un narcissique toxique en ce moment, j'ai besoin que vous compreniez 3 choses. Règle numéro 1, les titres n'achètent pas la loyauté. Une jolie carte de visite pourrait vous faire craindre, mais le vrai pouvoir s'acquiert en respectant les personnes invisibles qui maintiennent réellement les lumières allumées. Règle numéro 2, ne jamais coincer une personne en deuil. Quand Baron a jeté la photo de mon père, il pensait affirmer sa domination. Au lieu de cela, il m'a complètement libéré de ma dernière tenue morale. En essayant de me briser, il a créé son propre pire cauchemar. Et règle numéro 3, la vengeance ultime est calculée. Le silence légal. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez pas besoin de faire une crise de colère. Vous construisez juste une porte, la laissez complètement déverrouillée, et laissez la cupidité sans limite du méchant le conduire droit dans une cellule de prison. Avez-vous déjà tout perdu à cause de quelqu'un qui pensait que vous étiez trop faible pour riposter? Dites-moi comment vous avez construit votre empire à partir de leurs cendres dans les commentaires ci-dessous. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel aujourd'hui. Personne ne peut éteindre votre feu à moins que vous ne lui donniez l'eau. Bienvenue de retour. Je sais exactement ce que vous hurlez à l'écran en ce moment. Vous êtes assis là à vous demander pourquoi Sarah a passé 10 ans à travailler jour et nuit dans un laboratoire pendant que son demi-frère arrogant gaspillait son fonds fiduciaire. Pourquoi a-t-elle attendu que son père meure et qu'elle soit publiquement renvoyée pour enfin prendre ses jambes à son cou et riposter? Il est facile de juger de l'extérieur, mais laissez-moi vous expliquer la psychologie des dynamiques familiales toxiques. Clara n'était pas stupide et elle n'était certainement pas faible. Elle était piégée dans quelque chose appelé l'effet machine à sous, également connu en psychologie sous le nom de renforcement intermittent. Lorsque vous traitez avec un narcissique comme Baron ou une entreprise familiale compliquée, il ne vous traite pas mal 100% du temps. De temps en temps, il vous donne une petite miette de validation, un sourire poli lors d'un dîner, une vague promesse que votre travail acharné finira par payer lorsque le moment sera venu. Vous continuez à tirer le levier, y versant votre temps, votre santé et votre santé mentale, en espérant ce jackpot de respect sincère. Mais la maison gagne toujours jusqu'à ce que vous décidiez enfin de quitter le casino. Lorsque Sarah est finalement partie, elle a exécuté un chef-d'œuvre absolu de légitime défense financière. Décomposons ces mouvements intelligents spécifiques afin que vous puissiez les utiliser dans votre propre vie. Premièrement, nous avons la stratégie d'audit.
Les escrocs, les manipulateurs et les personnes toxiques détestent absolument les détails. Baron pensait que le pouvoir n'était que de porter un costume sur mesure et de payer 2 membres du conseil d'administration. Il a complètement ignoré les petits caractères, en particulier le plan d'actionnariat salarié de 11%. Sarah a audité son environnement. Elle savait exactement où se trouvait le levier caché. Si quelqu'un essaie de vous expulser d'une entreprise, d'un bail ou d'un héritage, arrêtez de vous disputer avec lui et commencez à lire les petits caractères. Deuxièmement, le rachat. Clara n'a pas essayé d'égaler les millions de barons pour racheter l'entreprise. Elle est allée directement au concierge et aux gardes de sécurité et a obtenu des procurations de vote irrévocables. Elle a tiré parti du respect sincère pour acheter sa liberté. Dans la vie réelle, votre monnaie ultime n'est pas toujours l'argent. Parfois, votre plus grand atout est les relations que vous avez nouées avec les personnes que les types arrogants ignorent. Troisièmement, construire le dossier. Remarquez comment Sarah et son avocat ont géré le vol cybernétique nocturne. Ils n'ont pas seulement fermé les portes du serveur ou appelé Baron pour lui crier dessus. Ils ont construit un pot de miel. Ils ont documenté chaque clic que Baron faisait et l'ont laissé commettre son propre crime directement auprès des agents fédéraux. Si vous avez affaire à un ex-toxique ou à un partenaire commercial corrompu, ne l'interrompez pas lorsqu'il fait une erreur. Laissez-le agir. Documentez ses choix tranquillement et construisez un dossier étanche. Voici le verdict final. Votre héritage, votre argent et votre tranquillité d'esprit valent la peine d'être protégés, mais vous ne pouvez pas les protéger avec des émotions brutes. Vous les protégez avec une stratégie, des limites fermes et des faits froids et durs. Vous êtes toujours autorisé à vous éloigner des personnes qui vous blessent, même si vous partagez un nom de famille. Avez-vous déjà dû utiliser la stratégie d'audit ou construire un